Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi 6 mai, c'est l'heure de tirer le bilan de la saison puisqu'après 411 matchs, et je les ai tous comptés, de la saison 2023-2024, le champion est connu avec les ZSC Lions. La saison est à son terme, Overtime arrive également à son terme puisqu'il s'agit du 33e et dernier épisode de la saison 4 d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt, je suis accompagné de Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Et depuis la régie entre deux mouchoirs, David Pietronigro. Salut David. Bonjour tout le monde, on va clore cette saison avec grand plaisir aujourd'hui. Et puis bien évidemment, vous le savez, si vous êtes avec nous, vous pouvez nous écrire vos commentaires dans le chat. On a les yeux attentifs dessus, on prend vos questions, vos remarques. Et tout team, comme on dit. Et puis dans l'après-midi, rediffusion vidéo sur Facebook, sur YouTube, en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et ce soir sur MySports 1 à 20h après Overtime NHL, puisque oui, il y a un Overtime NHL, un Overtime normal, double dose aujourd'hui pour parler de l'actualité de National Hockey League et de National League, voire un petit peu plus. On verra de quoi on va pouvoir discuter durant le temps imparti. Le sommaire, on va revenir bien évidemment sur l'acte 7 entre Zurich et Lausanne. On va vous donner nos top 3 des playoffs, et je dis bien nos puisqu'on en a fait chacun un et on va comparer ça. Vous pouvez déjà nous écrire les vôtres si vous le souhaitez dans les commentaires, et puis s'il reste un petit peu de temps, on parlera aussi des dernières actualités parce qu'il y a quand même eu quelques annonces la semaine passée qui sont intéressantes. Voilà, messieurs, j'ai mis en place tout ce qu'on allait faire. Je pense qu'il est temps de se lancer dans la finale. C'est parti pour le premier thème. Zurich-Lausanne 2-0 après 60 minutes de jeu lors de l'acte 7. Zurich champion, on va pas dire que c'était attendu, mais c'était un petit peu programmé du côté comme de la Swiss Life Arena. Il n'y avait qu'un seul objectif pour les Lions zurichois. Ce que moi je retiens surtout, c'est qu'aucune des deux équipes n'a été capable d'aller chercher une victoire sur la glace de l'adverse. 4 victoires de Zurich à Zurich, 3 victoires de Lausanne à Lausanne. Les Lausannois étaient peut-être un petit peu fatigués lors du dernier match. Ils ont mis beaucoup d'énergie sur la glace lors de l'acte 6 pour égaliser. Et finalement, les Zurichois ont atteint leur objectif en étant soudés. On a vu les Zurichois soudés, notamment après la blessure de Denis Malgin ou sur le banc. David, toi, t'étais pas très loin, t'as pu l'observer, c'était vraiment assez poignant. J'ai envie de commencer avec ça. Denis Malgin qui se blesse, il va mettre une mise en échec sur Raffol. Il se rate, soyons francs, il s'est complètement raté. Les images sont d'ailleurs disponibles sur notre page Facebook. Ensuite, on le voit en larmes, le Denis Malgin. On voit tout le monde qui vient le consoler. Il a essayé de revenir, il n'a pas pu revenir. Il est resté sur le banc jusqu'à la fin du match. Pour moi, c'est une image forte de cet acte 7. Entièrement d'accord avec toi, Pascal. C'est vrai que quand le match commence comme ça, premier tiers, tu perds un joueur important. Tu avais déjà perdu Balcers, Yannick Weber. Tu te dis que peut-être c'est la bonne étoile du Lausanne Hockey Club ce soir-là, de voir Malgin qui ne revient pas au jeu. Mais peut-être qu'à l'envers, si on voit la problématique différemment, on se dit que Zurich s'est vraiment formé en équipe. Ils jouaient en équipe, mais ils avaient des individualités énormes et que ça a encore plus soudé le groupe, parce que Zurich, c'est pas non plus son point fort. Ça a plus été le point fort du Lausanne Hockey Club, de jouer en équipe, de mettre une énorme solidarité dans cette finale, dans ces playoffs, et de voir peut-être Malgin d'abord bouleversé par le fait qu'il a très vite ressenti qu'il ne pourrait pas rejouer, touché au bas du corps à la suite de sa charge, mais qu'il est resté sur le banc. Ça a peut-être donné ce petit pourcent de plus d'énergie aussi aux ZSC Lions. Ah, t'es généreux, du corps. On voit clairement sur les images que c'est le genou droit, vu qu'il est en train de se retourner, qui fait une drôle de torsion au moment où il frappe la bande. Moi, j'étais encore en play-off, c'est pour ça. En play-off, on communique pas. On dit pas. Bon, écoute, avec Stéphane qui nous a fait la liste des blessés du Lausanne Hockey Club à la fin du match. Oui, et les petites maladies aussi de certains joueurs, clairement. On a su à peu près tout ce qu'il y avait dans le vestiaire du Lausanne Hockey Club à la fin du match. Qui était aux côtés de Stéphane, Jérôme. Ah oui, j'ai eu toute la liste. J'ai eu toute la liste de ça. Mais pour revenir sur Malgin, je trouve que le fait qu'il puisse plus jouer, mais qu'il reste sur le banc, ça c'est une image forte. Ça m'a fait penser à l'image de Cristiano Ronaldo quand il se blesse en finale de l'Euro avec le Portugal. Il aurait pu partir au vestiaire pour se faire soigner. Il a voulu rester sur le banc. Et là, Malgin, il a voulu vivre ça avec ses coéquipiers en équipement. Il aurait pu aller au vestiaire, prendre 10 minutes, un quart d'heure pour se
pour se doucher, revenir en training, mais il voulait pas. Il voulait vivre ça avec les patins, avec l'équipement, sur le banc. Pourquoi pas tout à coup se dire, je fais encore un shift si vraiment l'équipe a besoin de moi, tout à coup sur un jeu de puissance par exemple, où il faut pas trop bouger, ou j'en sais rien. Et puis ça envoie aussi un signe à Lausanne. Parce que les Lausannois ont toujours vu ce casque jaune sur le banc. Donc c'est pas vraiment un forfait. Tu dis, il est là, il peut peut-être rentrer à tout moment. Attention, donc c'est aussi un signal fort. Après, comme tu le disais, Pascal, on va dire que la logique a été respectée avec Zurich champion depuis le mois de septembre. On dit que Zurich est le grand favori. Zurich a gagné la saison régulière. Zurich a été champion en play-off. Alors en finale, ça a été plus difficile que prévu parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'il y aurait eu un Zurich-Lausanne en 7 matchs. Zurich a vraiment fait le travail à la maison, comme tu l'as dit, avec ses 4 matchs gagnés à la Swiss Life Arena. Peut-être un petit regret du côté de Lausanne, qui, on le rappelle, menait lors de l'acte 1 à Zurich, menait lors de l'acte 3 à Zurich, et c'est ce qui se disait un petit peu à la fin du match 7. C'est pas forcément sur le match 7 que Lausanne perd la série, mais c'est peut-être sur le match 1 ou le match 3 où là il y avait clairement quelque chose à aller chercher, parce que honnêtement sur le 5 et le 7, Zurich ils ont absolument rien donné. Non, c'est sûr. Et puis, le début de match du match 7, vu que c'est le dernier match qu'on n'a pas encore pu décortiquer dans Overtime, c'est bien sûr Malguin dans ce premier tiers, mais c'est aussi un Zurich qui est sorti très fort, qui a poussé Lausanne à plutôt défendre que d'aller chercher un forechecking très haut, à mettre leur jeu en place comme il l'avait fait. Donc Zurich a presque tout fait juste dans ce premier tiers aussi pour montrer que à Lausanne, ça ne serait pas facile d'aller chercher la victoire dans cette Swiss Life Arena. Bien sûr qu'il n'y a pas eu les buts en début de rencontre. Il a fallu se montrer patient aussi pour les Zurichois. Ils ne sont pas sortis de leur plan de match. Tout ça lié avec le fait que Lausanne, comme tu le disais, Pascal, en entrée, avait peut-être plus de jus, n'a pas aidé forcément les hommes de Jeff Ward à pouvoir espérer mieux dans cette manche décisive, d'amener des émotions, de surprendre, de tirer de l'avant, de faire douter cette équipe zurichoise. Et on s'en sort avec 7 matchs, 7 victoires à domicile et un Zurich Lions champion, mais champion en ayant transpiré et en ayant eu une équipe qui s'est soudée, comme je le disais avant, parce qu'il le fallait bien, sinon ce titre serait encore en Romandie, peut-être aujourd'hui, au moment où on vous parle. Mais c'est presque encore plus beau, finalement, de gagner en 7 matchs plutôt qu'en 4 ou en 5. C'est ce que je crois que j'ai un peu lu ça du côté zurichois. Finalement, ils étaient contents qu'il y ait eu une telle opposition de Lausanne, que les Lausannois ont vraiment poussé Zurich dans leur retranchement. Et puis, c'est ce qui donne ce titre encore plus beau. Et à notre championnat aussi, quelque chose de plus beau. Parce que si tu as une équipe qui fait 4-0 en quart, 4-0 en demi, puis 4-0 en finale, tu te dis, ils sont au-dessus du lot. Et le championnat, entre guillemets, ne sert pratiquement à rien. Tandis que là, on a cette année 7 matchs, l'année passée 7 matchs en finale, l'année d'avant aussi. En plus, sur les 3 dernières finales, il y a 5 équipes différentes. Ouais, tu peux même pousser plus loin. Parce oui, mais c'est quand même impressionnant. Depuis que MySports a les droits, depuis 2018, on a eu que des affiches différentes des affiches chaque différentes. année. Mais je dis, sur les 3 dernières finales, tu as 5 équipes différentes. Absolument. Donc on se réjouit, c'est peut-être un peu tôt, mais on se réjouit déjà de l'année prochaine. Quelles seront les équipes un peu surprises? Qui va être un peu défaillant? Ça donne vraiment beaucoup de suspect à notre National League. Absolument. Messieurs, reste que dans ce match 7, on peut toujours se poser la question de qui sera le héros de cette soirée. Bien sûr, Hrubeč, en n'ayant pas encaissé, prend une part du gâteau, forcément, mais c'est un homme de l'ombre qui a un petit peu débloqué toute cette situation. C'est un homme, Pascal, qu'on n'a pas beaucoup entendu et pas beaucoup vu, même dans l'ensemble des playoffs, c'est Jesper Freuden. Oui, si je me souviens bien, il me semble aussi que Stéphane dit qu'il est un peu décevant à un moment juste avant qu'il marque son but. C'est le karma, ça. C'est peut-être le karma aussi pour ça, mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a un héros de l'ombre, un unsung hero en anglais, toujours, pour utiliser la belle formule, même si l'année passée on a eu Vatanen qui a pris sur lui avec son Kostukos et puis le doublé d'entrée de jeu. Mais là c'est clair, c'est un étranger, forcément on connaît le rôle qu'on attend des étrangers, donc ça peut moins surprendre, mais effectivement c'était le joueur qui était le plus à la peine dans cette finale du côté de Zurich au niveau des étrangers. Mais pas Lettonen dans le lot, parce que lui avait un rôle beaucoup plus défensif cette saison avec Weber et Kukan, et surtout sur ses playoffs avec Weber et Kukan qui ont pris les devants. Mais voilà, Freuden était un petit peu... ouais, mais bon, si Balcer s'était pas blessé, c'est Freuden qui serait en tribune.
Bah non, il a quand même justifié son statut, il a justifié j'ai envie de dire son salaire, en tout cas sa prime, en allant marquer le but qui donne le titre à Zurich dans cet acte 7. Et, oui, effectivement, il est sorti de sa boîte, il est sorti de l'ombre et il amène... Ouais, mais c'est pas qu'en finale qu'on l'a pas beaucoup vu, c'est quasiment sur tous les playoffs. En finale, c'est son 2e but seulement de tous les playoffs. Alors voilà, c'est le but peut-être le plus important de tous ces playoffs pour Zurich, mais que 2 buts. Et je crois que son premier but, c'est contre Bienne-en-Quart. Oui, il a pas marqué pendant une longue période, oui, bien sûr. Mais même avec la blessure de Balcers, il n'a pas été remis en question parce que c'est Scott Harrington qui est revenu en jeu pour pallier l'absence de Balcers et puis surtout celle de Weber défensivement, puis garder un certain équilibre. Donc, malgré ces playoffs en discrétion, on va le dire comme ça, Crawford lui faisait confiance parce qu'il sait que, je crois, il avait marqué la bagatelle 22 buts en saison régulière. Ça se perd pas non plus du jour au lendemain et tu peux difficilement te passer d'un tel joueur pour faire jouer un Zender ou un Bechler ou un Chris Baltisberger peut-être à sa place. Tu comptes sur lui et finalement, il te le rend bien en finale en étant double buteur, même si un but lui a été refusé, on va dire juste en toute fin de deuxième période, là au moment où tout Lausanne vacille un petit peu dans cette dernière minute. Et pour rester sur le Suédois, en même temps, c'est un joueur qui n'a pas trop le physique playoff. S'il y a un physique playoff, mais quand tu le mets face à un Raffle, il va avoir un petit peu de peine à jouer parce qu'il va y avoir un marquage plus solide au niveau du jeu, mais aussi plus solide dans les bandes, tout ça. Et c'est un joueur qui a un petit peu plus de peine quand il se fait chatouiller. Ça rappelle un Fredrik Peterson, par exemple, qui avait joué à Zurich et qui avait eu de la peine en playoff dès que le jeu devenait un petit peu plus physique. Mais il a trouvé la solution et comme tu le disais, il a eu la confiance de Crawford. Et d'ailleurs, je dirais plus qu'avec la blessure de Balcers, c'est que quand il était un petit peu critiqué en demi-finale, il a toujours laissé Freuden et il n'a pas mis Harrington alors qu'il l'avait à disposition parce qu'il n'avait pas besoin d'un défenseur supplémentaire en défense. Et surtout parce qu'il avait besoin de Freuden en attaque pour le reste de son jeu, pour avoir ce côté. Ça reste une menace, même s'il ne marque pas de but. Est-ce qu'on parle un peu de Lausanne ? Mais bien, bien sûr. Sur cette finale, comme je l'ai dit avant, je pense pas que c'est sur l'acte 7 qu'ils perdent la finale. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire lors du 1 et acte 3. C'est vrai que sur ce match 7, premier tiers, on les a quasiment pas vus. Les statistiques officielles annonçaient 19-1 sur le premier tiers. Alors, ça a été un petit peu corrigé aujourd'hui sur le site de la Ligue. Si vous allez pour le premier tiers, c'est 20 tirs cadrés pour Zurich et 6 pour Lausanne. Ça empêche que sur ces 20 premières minutes, Lausanne, je veux pas dire était pas là, mais c'était l'ombre du LHC qu'on avait vu le samedi d'avant à la Vaudoise Arena. C'est aussi la faute de Zurich qui a mis une pression d'enfer. D'ailleurs, à un moment donné, on s'est regardé avec Stéphane pour se dire mais il tire depuis n'importe où. On a l'impression que dès qu'un joueur pouvait mettre le puck sur Connor Hughes, il le mettait. Qu'il soit dans un angle fermé, dans les bandes de la ligne bleue, il tirait de toutes parts, les Zurichois. Et ils ont vraiment voulu montrer aux Lausannois, si vous voulez le titre, il faudra vraiment venir nous marcher dessus. Alors, entre ça, plus Lausanne, qui l'a vraiment avoué à la fin du match qu'ils n'avaient plus de jus, eh bien, ça a donné ce match 7 un petit peu bizarre, parce qu'honnêtement, ça n'a pas été le meilleur match de la saison. Non, mais ce héros de l'ombre aurait pu venir d'une ligne 3 et 4 peut-être à Lausanne dans ce match-là, même sur un but, un garbage goal, un énorme cafouillage devant Roubaix, c'est tout. C'est ce qu'il a manqué, c'est ce but. Jason Fuchs le dit très bien, à chaud, quand je lui tends le micro direct dès la fin du match. On ne peut pas espérer mieux si on ne marque pas à Zurich, si on ne marque pas dans un match 7. Donc, ça part de là. Forcément, il y a eu cette déception de ne pas pouvoir prendre le match pour eux. On sait que ça a été vraiment jolie bataille entre les deux coachs au niveau du line-up, du coaching. On a vraiment vu 2 maîtres se défier à quelques mètres de distance sur le banc et Lausanne n'a pas pu semer le trouble. Jérôme, tu me disais en allant au match, est-ce que si tu étais Jeff Ward, tu mélangerais toutes les lignes, tu essayerais de semer le trouble et tout? C'est presque Zurich qui l'a fait finalement en début de match, mais Jeff Ward est resté sur ses bases, sur ses acquis, sur ce qui a fait la force de Lausanne depuis janvier. L'équipe a vraiment montré, on va dire, le vrai rythme qu'elle avait et tout, et elle n'a pas pu faire douter ce Zurich-là. Je pense comme on l'a dit, ils étaient fatigués, donc c'était difficile aussi d'aller chercher des dernières ressources. Alors, l'excuse de la fatigue n'est pas
la seule raison qui a fait que Lausanne a perdu, mais il y avait... J'ai l'impression que le match 6, ils l'ont joué à l'orgueil, plus qu'à la forme, et les émotions elles sont retombées, il y a eu cette pause. Je pense que si le match était lundi plutôt que mardi, donc 2 jours après le match 6, on aurait peut-être eu un match 7 différent. Parce que Lausanne était encore sur le haut de la vague de ses émotions du match 6, avait encore cette énergie que le public de la Vaudoise Arena, qui a été exemplaire dans cette finale, a pu lui amener. Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, Zurich a essayé de les étouffer dès le début. Et il y est parvenu. Il n'y a pas eu de moment où Lausanne a réussi à mettre le doute dans le plan de jeu de Mark Crawford en prenant le puck, en allant tirer beaucoup. Et là-dessus, il y a aussi peut-être une part de manque d'expérience globale en finale pour Lausanne. Et puis on dit toujours qu'il faut perdre une finale pour pouvoir en gagner une. On rappelle qu'il y a 2 ans, quasiment toute l'équipe de Zurich a perdu cette finale avec des joueurs qui cherchaient ce premier titre absolument, qui ont été extrêmement frustrés. On parlait de Malguin tout à l'heure, mais Andrighetto, Hollenstein, Weber, qui cherchaient ce premier titre en 2022, qui sont passés à 60 minutes d'un titre. Là, ils se sont retrouvés dans l'autre position. Et ça, c'est venu dans leur tête, certainement. Et petit avantage là-dessus aussi, psychologique. Dimanche, je me baladais sur les réseaux sociaux et différents forums de supporters. Et on disait du côté lausannois, attention, parce que on commence toujours un match 7 comme on finit un match 6. Et on se rappelle que Lausanne gagnait 5-0 au match 6. Zurich est revenu à 5-3. D'ailleurs, ça a mis des sueurs froides dans la Vaudoise Arena parce que tout le monde se demandait, oh là, est-ce que Zurich va nous faire une remontada? Et finalement, Zurich a vraiment joué le match 7 comme il a fini le match 6. Et c'est aussi ça, c'est là qu'on a aussi vu le caractère zurichois. Parce qu'à 5-0 à l'acte 6, Zurich aurait pu dire, bon bah, nous on n'est pas obligé de gagner ce match, on va aller au match 7, même si ce soir on en prend 7, 8, 9, tant pis. Bah non, ils sont menés 5-0, ils marquent ce 1 juste avant la deuxième sirène, et puis ils font un super troisième tiers. Honnêtement. Et je pense que là, ça a aussi joué dans les têtes zurichoises, et peut-être aussi les têtes vaudoises. Effectivement, parce qu'il a fallu terminer ce match 6 à fond pour Lausanne, alors qu'ils auraient pu le terminer un petit peu plus facilement. Ils n'ont pas pu gérer ce match 6. Ils ont dû trembler, ils ont tremblé jusqu'à la fin, comme tu le dis, effectivement. Ce que je dis, Pascal, pour rebondir à tes propos d'avant, c'est qu'il faut perdre une finale pour ensuite savoir ce que ça fait. Je peux te dire que quand tu es au début du match 7, tu la prends volontiers, la victoire directement aussi. Et les Lausannois s'y sont vus et ils ont eu raison de s'y voir aussi parce que tu étais à 60 minutes, peut-être un petit peu plus d'un titre qu'ils n'attendaient pas vraiment cette année, soyons d'accord. L'équipe a quand même dû faire fi de son passé, de se reconcentrer sur son hockey, de trouver son jeu, son style. Tout a cliqué merveilleusement, ce qui fait de Lausanne un très beau perdant. Ce n'est pas tout le temps le cas de dire qu'on a un beau perdant en face parce qu'il a poussé Zurich jusqu'au 7e match, parce qu'il a redoré son blason, parce qu'il a montré vraiment une image, un jeu qui a fait plaisir, qui a enthousiasmé aussi d'autres supporters qui ont aussi eu du plaisir en regardant cette finale et qui attendaient peut-être de voir le grand favori Zurich tomber. Ça n'a pas été le cas, mais chapeau à Lausanne, à tous ces joueurs qui se sont vraiment mis, on va dire, pliés en 4, en 8, en 12, utilisez le terme que vous voulez dans cette finale pour aller jusqu'au bout. Et il ne manque pas grand-chose. Bien sûr qu'il y a des regrets, mais comme toujours dans ces regrets, sur le moment venu, peut-être la semaine d'après, ça prend plus de temps selon le caractère de certains, mais quand ils regarderont dans les rétroviseurs, ils pourront vraiment être fiers de ce qu'ils ont fait et de se dire que peut-être la préparation estivale sera plus courte, forcément, quand on joue la finale, mais qu'il y a des bonnes bases pour espérer repartir, on va dire, du bon patin en septembre prochain. Pour ajouter encore à ça, Lausanne a annoncé quand même être en reconstruction depuis novembre 2022 et une certaine conférence de presse et encore vendredi dernier lorsqu'ils ont fait la conférence de fin de saison, c'était le message qui était donné par Patrick Depreux, par Chris Wolf, le CEO, par John Foust, le directeur sportif, et par Jeff Ward, l'entraîneur. Donc Jonathan, qui était avec moi pour faire les interviews, a eu cette question un peu rigolote à John Foust. C'est pour une équipe en reconstruction, vous êtes vraiment rapide, parce que normalement une équipe en reconstruction, elle fait pas la finale la première année de la reconstruction, l'année et demie après le début de la reconstruction. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé à Lausanne cette année, clairement.
que ce soit au niveau de l'équipe. On le sait que les joueurs adorent jouer pour Jeff Ward. Que ce soit au niveau du public, qui a compris qu'il se passait quelque chose aussi, qui a répondu présent. Et Lausanne, dans sa reconstruction, que ce soit sportive ou populaire, a pris avec cette finale 2 voire 3 étapes dans son chapitrage. Et ça peut être que positif pour les Lions vaudois. Par contre, attention, la gueule de bois, on l'a vu avec Bienne, on l'a vu avec Genève il y a 3 ans maintenant, après la finale de 2021, où c'était aussi une finale un petit peu inattendue, où ça a été compliqué l'année d'après. Mais je crois où ils en sont totalement conscients, messieurs, c'est qu'ils ne s'attendaient pas en finale et ils ne vont pas mettre comme objectif être finaliste ou vainqueur la saison prochaine. Donc ça, c'est aussi un petit peu on va dire, l'analyse très correcte pour l'instant que le Lausanne Hockey Club peut faire de lui-même. Bon, après, c'est aussi compliqué quand tu es un sportif, quand tu es compétiteur, de te dire ok, cette année j'ai fait finale, tout à coup le début de saison septembre-octobre c'est un peu compliqué, puis dans ta tête tu te dis ouais, mais attends, j'étais finaliste l'année passée, là je gagne qu'un match sur 2 ou un match sur 3, et puis tu peux tout d'un coup avoir quelques tensions dans le vestiaire. Donc il faudra vraiment que tout le monde soit posé, soit calme. Si ma foi il y a tout à coup 2-3 défaites de suite, il faudra pas commencer à que tous les joueurs se remettent en cause, que le staff se remette en cause, etc. Il faut vraiment que se dire cette année, honnêtement c'était quand même une surprise, il faut quand même l'avouer. Il faut que les joueurs se disent ça aussi, parce que faut pas oublier que Lausanne, en quart de finale, est mené 3-2 contre Davos, avec match dans les grisons. Donc ils sont à 60 minutes d'une élimination. Si Lausanne rate ce match, c'est terminé. Et quelques semaines après, ils sont en finale. Donc il faut pas non plus voir que tout a fonctionné. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ce 5e et ce 6e match en quart de finale. Quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une grosse discussion dans les vestiaires, si les joueurs ont pris conscience qu'ils étaient au bord de l'élimination, puis qu'il fallait peut-être changer quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans la préparation, si c'est dans l'attitude. Honnêtement, je ne sais pas. Mais à cet âge-là. Hein. Mais il y a clairement un LHC avant 6e match et un LHC après 6e match. Bon, faut dire que le 5e match, ils avaient perdu 1-0 contre Davos à la maison. Oui, mais ils l'ont quand même perdu. Il y a eu une prise de conscience. On va terminer sur la finale. Pour la partie, on va garder encore nos tops juste après, mais Thierry nous dit « J'étais un des premiers à dire que le LHC allait se faire atomiser par Zurich, mais non, on a eu droit à une sacrée finale. Ah oui. » Et je pense qu'au niveau émotion, on a eu une sacrée finale, peut-être pas forcément au niveau de l'ambiance, notamment sur le match 7 où le public a été très stressé du côté de Zurich. Oh, oui. Et blasé surtout. Moi, j'ai surtout senti ça. À Genève, l'année passée, franchement, les supporters genevois, ils étaient champions. J'ai vu des gens pleurer que je me suis dit, mais ces gens-là, normalement, ils pleurent pas. J'étais tellement content d'être champion que les larmes sont sorties. À Lausanne, samedi, j'ai aussi vu des gens pleurer parce que Lausanne se qualifiait pour le match 7 et tout sortait. Et Zurich est champion, t'as l'impression que c'est normal. En fait, les gens à Zurich auraient peut-être été tristes de par le titre, mais t'as l'impression que, ok, on a le titre, c'était normal, c'était prévu, la soirée s'est bien passée, je rentre chez moi, et puis voilà. Non mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est quand même le speaker qui a dû lancer des chants dans la patinoire, alors qu'ils sont champions. C'est vrai qu'on n'a pas eu de décompte, on n'a pas eu de décompte sur les 10 dernières secondes, mais rien. On n'a pas eu C'était plat. Le Schweizermeister qui est chanté... Logiquement, le Limad Block était peut-être un petit peu stressé aussi sur la fin du match. Je sais pas, mais... Donc, je sais pas, mais je suis d'accord avec toi, Jérôme. J'étais en bord de glace et c'est vrai que ça fait du bruit forcément au moment où l'équipe est championne. Mais il y a quelques lancers de canne. Il n'y a pas toute l'équipe aussi qui fait... Ça peut pas être une des images de cette finale, finalement. C'était comme attendu. D'ailleurs, on n'a pas ressorti ces images-là pour les mettre sur les réseaux sociaux. On a mis l'image de la coupe, on n'a pas mis l'image. L'année passée, on avait quand même mis les dernières secondes. Par exemple, parce que en finale y avait de l'ambiance. En finale de Ligue des Champions, par exemple, où j'étais aussi au Vernet cette année, au moment où Elliot Berton marque, il y a des joueurs sur le banc qui font des bons de, j'exagère un peu, mais de 10 mètres de haut, tellement qu'ils sont contents que l'équipe a marqué. Et là, à Zurich, j'ai pas vu ça, honnêtement. Que ça soit les joueurs, que ça soit le staff, que ça soit le public. Ouais, mais... Je sais pas, il manquait quand même quelque chose, quoi. Pour moi, la belle image, c'est Malgin qui reste. C'est Malgin, oui. Après, c'est Gehring qui donne la coupe à Hollenstein. Regardez les yeux d'Hollenstein quand il lui tend la coupe. Ouais. L'image est magnifique.
Voilà, je veux dire ça C'est ça montre l'image, aussi ouais. que ils sont équipe et ils sont pas que égoïstes et peut-être et un peu blasés pour reprendre ton mot, Non, j'ai Jérôme. pas dit que les Et, joueurs étaient blasés, j'ai dit que les moi, je spectateurs retiendrai étaient aussi blasés. les larmes de Simon Bodenman, hein, qui est devenu une 3e fois champion de Suisse, 2 fois avec Berne, mais c'était son dernier match. Quoi de mieux que de terminer aussi par un titre pour le Ça, c'est numéro la classe 26 quand même. zurichois. Absolument. Messieurs, je vous propose qu'on parle de nos top 3 individuels. On va mettre juste le petit jingle entre deux. Alors, on n'a pas discuté de comment on allait le faire, mais je propose qu'on donne chacun un joueur, et puis comme ça, si on a Ali même, ça évite qu'on se répète. Jérôme, puisque On ne s'est pas parlé. On s'est pas parlé. Non Non, plus. on a juste dit... On choisit 3 joueurs sur l'ensemble des playoffs. C'est notre top 3. On va pas faire un MVP, on va pas faire une équipe type. Il y a suffisamment de monde qui l'a fait. Jérôme, je te propose de nous donner ton premier joueur qui t'a marqué dans ces playoffs. Alors, je pars depuis l'arrière. Moi, c'est Connor Hughes qui m'a marqué dans ces playoffs. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait être déjà à ce niveau pour sa première année à Lausanne, première année numéro 1. Franchement, c'est aussi grâce à lui que Lausanne a pu aller en finale. J'ai trouvé qu'il a donné de la sérénité à sa défense, qui a peut-être pu jouer un petit peu plus avec des risques, en sachant que derrière, tu avais un gardien qui allait réaliser les arrêts. Alors ok, au match 5, il se prend un peu de l'amico, un peu depuis le côté. L'erreur est humaine, c'est comme ça. C'est pas ça qui a fait perdre le titre à Lausanne. Lors du match 7, le premier tiers, il a 20 tirs cadrés contre lui. Il fait un boulot phénoménal. D'ailleurs, s'il y a 0-0 aussi longtemps, c'est grâce à Connor Hughes qui a vraiment été impeccable dans les buts. On se rappelle qu'il a été blessé en plus cette saison, Connor Hughes. Donc il a eu à revenir d'une blessure, à être numéro 1 parce qu'à Fribourg, il ne l'était pas. Donc franchement, un gros coup de chapeau à Connor Hughes qui m'a impressionné. Alors, David, tu nous donnes ton premier joueur. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas à nous donner vos top 3, on se réjouit de les lire. Ouais, moi, d'abord, je suis entièrement d'accord avec Jérôme. Je l'avais aussi dans ma liste, hein. Je crois que ça ne doit pas être une surprise de placer Connor Hughes, hein. On a aussi, peut-être pour encore donner des arguments en plus, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, on a très bien géré sa forme, sa situation, sa récupération. On a donné un match à Pache pour laisser Hughes récupérer un petit peu après un quart de finale éprouvant. On a senti qu'il était un peu fébrile sur un match, c'est pas grave. C'est lui le numéro 1, c'était clair, hein. On en avait parlé dans un overtime avant de lancer les playoffs, à qui on va partir numéro 1. Pour moi, la question était claire, c'était avec Hughes, ça a été le cas, mais certains peut-être pouvaient voir un petit peu plus de matchs à Pache. Je ne crois pas qu'on devait faire ça, et Christophe Baluet, tout le coaching staff a fait des très bons choix, très judicieux, et Hughes a été franchement à un niveau incroyable, même peut-être à faire effacer par moment Simon Roubetsch, l'expérimenté, monsieur Blanchissage dans ses playoffs. Pour moi, le gardien qui marque les esprits, vraiment, c'est Connor Hughes. Il l'a regardé droit dans les yeux, hein, clairement. Alors moi, je ne l'ai pas mis sur ma liste, parce que je pensais bien qu'un de vous deux le mettrait, puis que comme ça, on avait un petit peu plus de variété aussi dans les noms. David, tu as parlé de Hughes qui était dans ta liste. Est-ce que tu peux y aller par un deuxième ? Bah alors, si on part depuis les bas arrières, comme dit Jérôme, on monte d'un cran, puis on va dans les défenseurs. Pour moi, c'est Andrea Glauser, hein, qui a fait des playoffs monstrueux, vraiment. Il a payé de sa personne, il a apporté à l'offensive, il a été intraitable défensivement. Il a certainement dû serrer les dents par moment après les carottes qu'il a dû prendre sur son bas du corps par 2 fois. Mais il était là. Un vrai guerrier, un joueur dont on a vu le potentiel assez rapidement, mais qui a pour moi franchi 3 échelons là, durant cette fin de saison et ses playoffs, et qui avait vraiment devenu une référence, presque à en faire oublier Joss et Pilot en termes d'ordre et de hiérarchie peut-être dans la tête de Jeff Ward. Pour moi, Glauser, il était partout, et il a vraiment mérité que je lui tire mon chapeau pour les playoffs effectués de sa part. Et puis je rajouterais pour lui qu'il a aussi su s'adapter durant la fin de saison avec un rôle de bumper sur le powerplay, oui, où il est allé notamment dévier des tirs, alors que c'est plutôt son habitude, c'est de prendre les tirs. Mais il s'est très bien adapté au rôle que Ward lui a donné sur le powerplay aussi. Et comme tu as dit, c'était un joueur qui a bloqué des tirs, il a fait des bonnes passes, il était partout.
Je pense que la saison a été longue et peut-être qu'il va peut-être pas aller avec l'équipe de Suisse parce qu'il aura besoin d'un repos bien mérité après cette longue saison. T'as quelque chose à rajouter sur Glauser? Non, j'ai pas de défenseur, moi. Alors moi j'ai pas de dans mon défenseur top non 3. plus parce que j'ai essayé de... Pascal. T'as encore un défenseur, toi, David, ou pas? Non, non, non. Ah, non, on va monter aux attaquants Mais alors après. il y a Thierry Lulu de Hoguet dans le chat qui nous dit, eh ben, comme nous, pour l'instant, Conorius, Glauser et en 3, Malguin. Est-ce que tu as Malguin dans ta liste, Pascal? Oui, je l'avais mis. Ah, Je l'avais mis dans ma liste. Pas que pour l'acte 7, mais j'ai trouvé il s'est mis au service de Zurich durant ses playoffs. On sait que Malguin peut parfois être très individualiste, à vouloir porter le succès de son équipe sur ses épaules. Et là, j'ai plusieurs fois, j'ai pas d'image spécifique à ressortir, mais je l'ai trouvé beaucoup plus collectif, beaucoup plus à essayer de tirer le groupe en avant et pas à se dire je dois tout faire tout seul. Il s'est aussi beaucoup appuyé sur Andrietto, qui mériterait aussi peut-être d'être dans une liste. Je ne sais pas si, messieurs, vous l'avez ajouté, mais on a beaucoup parlé d'individualité. Tu en parlais encore sur la conclusion de la finale, David, d'individualité à Zurich, mais il y a quelque chose qui s'est passé aussi sous Mark Crawford où le groupe a été plus important que l'individu. Et c'est pour ça aussi que Malguin, moi je trouve, il symbolise ça du côté des ZSC Lions. Surtout que Malguin fait un point par match en saison régulière et que, selon notre point de vue, il était peut-être qu'à 70% de ses capacités. Donc, voilà, excusez du peu, il peut se le permettre. Hein, il n'a pas joué en NHL non plus pour rien, mais il a haussé le ton. Il n'a pas survolé ses playoffs en termes de statistiques, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Pascal. Il là finit aussi, comme meilleur compteur des playoffs. Hein. Oui, mais il a dépassé sur la fin seulement, Andrietto. Hein, et voilà. Puis c'est pas un très haut total, hein. Il a moins de points que Rayala l'année passée qui avait terminé meilleur compteur. C'est un Rayala, total qui est assez bas. Il shootait, il marquait. Mais Malguin, surtout, il a disputé que 15 matchs. Rayala, on avait disputé. T'es allé vite là, calcul mental, bien. Ouais, hein. Ouais, tu vois, 14 matchs, 15 matchs. Mais reste que Malguin a joué pour l'équipe et bien sûr qu'après il a du temps de jeu, il fait beaucoup de points en powerplay, en situation spéciale aussi, c'est clair. Mais Malguin, je ne l'avais pas dans ma liste, mais je comprends qu'on le mette dans les joueurs qui ont marqué. Jérôme, un autre qu'on n'a pas cité peut-être encore? Oui, alors moi du côté zurichois, parce qu'on parlait de Zurich avec Malguin, moi j'ai adoré Vincenz Rohrer, le petit jeune. D'ailleurs, il a pris la plus grosse ovation à la Swiss Life Arena lorsqu'il allait devant le public avec la coupe. Ça a fait un bruit d'enfer. On était en train de discuter avec Stéphane pendant que les Zurichois amenaient la coupe, et tout d'un coup on a entendu un immense bruit, une immense ovation. On a regardé la glace et c'était Vincenz Rohrer, comme c'était le chouchou des Zurichois. Moi, j'ai aimé le voir aux engagements, j'ai aimé le voir dans le jeu. Il a apporté cette folie en plus, peut-être, dans l'attaque zurichoise. Et puis surtout, Crawford qui lui donne confiance. Il allait faire, même dans les dernières secondes, par exemple en demi-finale contre Zug à l'acte 4, il y a 1-0 ou 2-0 pour Zurich, et on met Vincenz Rohrer à l'engagement parce que c'est à lui d'aller, alors que dans certains clubs, par exemple, on sait que tout à coup, quand c'est la 4e ou la 3e ligne qui est sur glace, c'est peut-être le centre de la première qui vient faire l'engagement ou le centre de la 2e, et là on a fait confiance à Vincenz Rohrer qui a fait un très très gros travail. Alors est-ce qu'il sera encore à Zurich l'année prochaine? Je ne sais pas, parce qu'on sait qu'il a été drafté par Montréal. Tu me coupes hein, si non, je me trompe. Juste. Non, pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est juste. Est-ce qu'il sera encore là ou pas à voir, mais en tout cas un très très grand joueur en devenir. Alors je pense qu'il va manquer le début de la saison du côté de c'est Zurich. bien possible, ouais. Il va aller faire le camp de développement, ça c'est une certitude. Il sera au camp des recrues aussi, où il va croiser un certain David Reinbacher. Ouais. Il va essayer de faire sa place peut-être pour aller à Laval, et ça dépendra quelle est la politique aussi que Montréal veut faire. Est-ce que Montréal veut qu'il se développe en Amérique du Nord, du côté de Laval, avec un jeu plus physique, des petites patinoires qui s'habituent à ça, ou est-ce qu'on lui donne encore une saison avec les adultes? On rappelle qu'il est encore jeune, hein, oui. Vincenz Rohrer, hein, il peut moi, je vais vous dire, encore prendre une année en Suisse, pour moi. On le revoit en septembre prochain, quel que soit même son camp d'entraînement avec les Canadiens. Mais c'est vrai que quand tu as des Lamico, des Derek Grant, Malguin qui sont les centres qui sont devant toi, et puis que c'est toi qui es sur la glace pour prendre des engagements défensifs importants en fin de match, il faut avoir quand même les épaules solides et puis pas trop réfléchir, je pense. Bon, à cet âge-là, on dit que c'est plus facile aussi.
Je suis en train de chercher en finale à combien est-ce qu'il était aux engagements. Même si c'est une statistique qui est plus collective, mais voilà, c'est le plus mauvais des joueurs zurichois, mais il en a quand même pris 56. Il est à 42,8%. Mais c'est vrai qu'il a pris sur la finale, ouais. Sur la finale, mais c'est vrai qu'il a pris des engagements importants et que généralement il les a gagnés. Je suis d'accord avec toi. David. Oui. Est-ce qu'on peut diviser en deux mon troisième choix? Moi, mon troisième choix est aussi... enfin, mon deuxième choix, puisque j'en ai donné qu'un pour l'instant, mais c'est aussi un duo. J'ai pas réussi à me décider, en fait. Et puis, vous allez comprendre, ça marche très bien dans mes explications, parce qu'il y en a un qui a été très bon au début des playoffs, et puis il y en a un qui a été très bon à la fin. De qui je veux parler? Petit quiz. Vous avez 10 secondes. Alors, j'ai pas de bouton quiz là-dessus avec un décompte de 10 secondes. Je vous surprends. Oui, non, mais... Mon demi-premier choix, c'est un joueur qui a été très important pour Lausanne Hockey Club, c'est Raffel. Raffel, il est revenu tard dans la saison. On a vu son importance et on a vu son importance dans le début des playoffs, j'ai trouvé. Il a mis des boîtes, mais tout le monde du côté des Davosiens, des Fribourgeois, des Zurichois avait une demi-seconde de perte de contrôle parce qu'on regardait comme ça qui était derrière, si c'était Raffel qui venait le démonter dans l'arrondi. Et rien que par son impact physique, par son leadership, par ses points aussi, parce qu'il en a fait jusqu'au match 4 de la finale. Après, je pense que c'en était trop pour lui. Son corps a dit stop aussi. Il a beaucoup demandé à son physique depuis là. Forcément, quand tu es blessé presque depuis 2 ans non-stop, c'est pas facile d'avoir la condition physique qui va avec. Donc, pour la première partie, ça serait Raffel. Vraiment, je crois que les Lausannois, chaque fois qu'on allait à Vaudoise Arena, auraient pu y faire une ode à son jeu et à sa façon de faire. Et quand Raffel s'est effacé, j'ai adoré la fin des playoffs de Damien Ria parce que c'est un buteur, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, il en a besoin énormément et il a cru en son shoot, il a cru en son potentiel et on ne marque pas 4 buts en finale, je crois 6 buts et un assist au total, peut-être même plus dans ces playoffs, comme ça par hasard. Hein. Il a fait mal à Zurich aussi, avec un Jason Fuchs à côté qui l'a bien aidé, et un Kovac quand il a été réintégré. Mais Damien Ria, superbe aussi ce qu'il a fait en fin de saison. Donc voilà pourquoi mes 2 choix pour compléter mon podium. Alors moi j'avais aussi mis Damien Ria. Tu l'as aussi? J'avais mis Ria, mais c'était Ria et Fuchs ensemble. Mais c'était mes deuxième et troisième choix, mais c'était les deux ensemble. Alors moi je me suis concentré sur les consignes, on m'a dit top 3, donc j'ai fait un... Oui, mais j'ai fait mon top 3 avec un duo. Moi c'est aussi Damien Ria, parce que... Moi je suis chef, je peux décider, c'est bon. Je peux faire un top 6 si vous voulez, les gars. alors je fais aussi un duo, allez, Fuchs Ria ensemble. Moi j'ai adoré leur complicité sur glace, leur complicité en dehors aussi de la glace. Je trouve que pendant ces playoffs, ils ont vraiment pris sur les épaules le poids du LHC. Ils avaient quasiment le rôle d'étranger à un moment donné. C'est un petit peu l'impression que j'avais. Comme un peu le rôle de Malguin Andrighetto à Zurich, on avait Fuchs Ria à Lausanne. Je trouve qu'ils ont été exemplaires dans leur attitude. Ils ont tiré Lausanne vraiment en avant. Ils ont pris leurs responsabilités quand il fallait le faire. À l'interview, ils ont aussi été très justes, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. C'est toujours des analyses pertinentes à chaud, comme ça, c'est pas forcément évident. Et je trouve que voilà, ils ont pris leurs responsabilités sur la glace et en dehors de la glace, et franchement, chapeau à eux. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce duo-là, c'est qu'ils se sont adaptés toujours au troisième. Ah oui, une face à Salomaki, Kovac, Salomaki, il y a eu Sekac aussi, un moment qui était revenu avec eux en quart de finale, parce que ça marchait plus trop entre Suomela, Sekac et Rochette. Ils ont tiré l'équipe vers le haut, comme tu l'as dit, ils ont pris le relais. Suomela était peut-être un petit peu plus surveillé aussi durant les playoffs, il a peut-être eu un petit peu des séquelles aussi de la charge de Young lors de l'acte 7 contre Davos. Oui. Voilà, c'est aussi pour ça que il manquait peut-être un leader suisse d'expérience en attaque. Ils sont encore jeunes les deux, mais ils ont un peu plus d'expérience que d'autres. Et ils ont su prendre leur rôle. Comme tu l'as dit, marquer 4 buts en finale, pour Ria, c'est
pas non plus passer à côté. Il a 11 points en play-off au total, 6 buts, 5 assists. Fuchs a 13 points, 3 buts, 10 assists. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ces points-là non plus. Ils ont été très bons et franchement, ils m'ont bien impressionné sur Est-ce que l'ensemble vous des êtes playoffs. d'accord avec moi? Là, on vient de finir notre top 3. On a passé en revue les joueurs qui nous ont impressionnés, qui nous ont marqués. Alors forcément, beaucoup plus de Zurichois et de Lausannois que de reste des autres équipes qui ont participé. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire dans cette finale qu'il y a un joueur qui a déçu. Ni côté Zurichois, ni côté Lausannois. En tout cas, pas côté Lausannois. Moi, je regarde l'effectif qu'il y avait là. La quatrième ligne à Lausanne a fonctionné et a bien aidé pendant un moment. Boson, Jäger, Raffel ont aussi eu leur rôle. La première ligne était certes plus discrète, mais a aussi pesé dans des moments importants. Donc, il n'y a pas de déception, je trouve. Il n'y a pas un joueur qui a subi l'enjeu, qui a subi la pression et qui a déjoué, je trouve. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, on parlait du commentaire de Thierry juste avant, parce que sinon, on va se faire aussi taper sur les doigts en sortant du studio de stream. Théo Rochette, vous en pensez quoi? Parce qu'il dit, lui, il dit Rochette était pas mal. On va quand même parler du fils de notre collègue. Oui, mais moi, je trouvais qu'il a fait une première saison, mais incroyable, franchement, à son âge. Première année chez les adultes, 30 points, début de play-off super, mais après c'est une finale et forcément c'est un peu plus dur encore de se situer et il a encore beaucoup de choses à apprendre. On l'a moins vu, ça a été plus difficile aussi et forcément, hein, mais c'est pas qu'il a fait des choses mauvaises parce que comme je l'ai dit avant, j'ai pas de flop, j'ai aucun flop même dans ce sentiment, mais des fois pour tirer la couverture vers soi et puis pour avoir la lumière, ben, il faut des fois des coups de génie et il en a clairement dans les mains. Mais ça n'a pas permis, en tout cas à Lausanne, d'écrire l'histoire différemment grâce à un exploit ou une performance, une passe incroyable de Rochette. Mais playoff, à l'image de sa saison, je trouve. Ouais, si je dis pas d'erreur, il fait un poteau ou une latte à l'acte 5. Théo, ça aurait presque pu égaliser ou revenir à 2-1. Je ne sais plus exactement quand c'est qu'il fait sa latte, mais c'est vrai qu'on l'a vu en saison régulière, il a été vraiment très bon hein, pour une première saison. Après, je trouve qu'en finale, il lui manquait un petit truc. Hein, mais en face, t'as Weber, t'as Koukan, t'as Lettonen, t'as Gehring. Hein. Je veux dire, quand tu parles comme ça de la défense de Zurich, les deux moins bons, entre guillemets, c'est Marty et Troutman. Donc ça montre l'effectif zurichois. Et là, il a peut-être manqué un peu d'expérience, un peu de roublardise, peut-être un peu un fin renard pour vraiment pouvoir contrer des Koukan et des Weber. Bah, je dirais que ce qui lui manque, c'est des kilos. Des kilos, un petit peu d'expérience. Là, je viens de faire un nouveau rapide calcul. J'ai utilisé la calculette cette fois-ci, Jérôme. Il est à 0,6 points par match sur l'ensemble de la saison, Théo. Et vraiment, comme tu disais, pour une première saison, c'est assez impressionnant. Chapeau à lui. Il m'a aussi surpris. Je m'attendais à ce qu'il fasse une bonne saison, mais pas autant. Pas autant. On parlait de Rorer avant. Pour moi, le rookie, c'est pas Rorer, c'est Rochette. Hein, sur l'ensemble de la saison, ouais. Clairement. Petite question de Fabrice, petite remarque de Fabrice. Ugly absent durant cette saison, il a même pas été, il est même pas sur la photo à la fête de fin de saison, il a même pas été, salué parce qu'il était absent, même pas expliqué pourquoi il n'était pas à la fête de fin de saison. Ah bah il doit l'avoir mauvaise. Hein, peut-être une déception du côté de Lausanne, c'est lui parce qu'il a perdu sa place durant les playoffs. Bah écoute, Ugly, honnêtement, si tu veux être juste à Lausanne, tu peux pas le mettre dans les 3 premiers trios, vu le niveau qu'il y avait en playoff. Donc tu serais obligé de le mettre dans le 4e bloc, et Ugly n'est pas un joueur de 4e bloc. C'est pas un joueur qui défend. À Bienne, parce qu'il est parti de Bienne pour aller à Lausanne, il était dans les 2 premiers trios, si je dis pas de bêtises. Il était aligné en powerplay, c'est là qu'il a quasiment mis tous ses buts. Il est arrivé à Lausanne, il a très vite perdu sa place en jeu de puissance. Et puis aujourd'hui, ben, je suis désolé de dire ça comme ça, mais il n'a pas sa place il n'est pas dans les 9 premiers attaquants vaudois. Honnêtement. Il est même pas dans les 13 premiers. Oui, mais tu peux pas le mettre en 4e bloc. Il a pas le jeu pour jouer en 4e bloc. J'ai pas d'informations particulières, je vais pas appeler son agent, mais si je serais lui, je pense que malgré un contrat très très longue durée, je sonderais le marché parce que je suis pas sûr que, vu ce qu'il a connu ces 24 derniers mois, ça l'aide vraiment à pouvoir s'établir, on va dire, dans de bonnes conditions à Lausanne.
Non, c'est clair, et ça fait partie peut-être aussi du plan de reconstruction de la part de Lausanne, C'est possible. d'économiser ce salaire-là en lui trouvant un autre poste dans un autre club. Parce que là, le John Foos peut aussi être sur le boulot. Messieurs, je vous propose qu'on parle, en tout cas, d'une actualité, puisque ça reste dans le thème, puisqu'on est toujours sur du Lausanne Hockey Club. Vendredi, je l'ai dit, il y a eu la conférence de presse de fin de saison, il y a eu une première annonce de la part de John Foos, c'est la prolongation des entraîneurs. Alors, c'est pas très clair dans ce qu'ils ont, dans comment ils l'ont communiqué, d'autant qu'ils n'ont pas fait de communiqué officiel derrière. John Foos a parlé de Ward et d'Anderson sur le slide qui expliquait, c'était marqué le coaching staff. Donc on va se concentrer sur Jeff Ward et Peter Anderson puisqu'on est sûr qu'ils ont été prolongés. Peter Anderson, il était en fin de contrat, ça fait 2 ans de plus pour lui. Ward avait encore la saison prochaine, on a rajouté encore une année pour les avoir jusqu'en 2026. Je l'ai dit, les joueurs aiment jouer pour Jeff Ward. Il a vraiment trouvé quelque chose dans son groupe. Il a réussi à amener cette équipe à défendre un projet. Déjà l'année passée, et j'avais trouvé très bien son discours en novembre 2022 quand il était introduit. C'est-à-dire que Lausanne était en mauvaise position. Il a dit si on fait les pré-playoffs, tant mieux. Si on fait pas les pré-playoffs, c'est pas grave. Et ils n'ont pas fait les pré-playoffs. Ça n'a pas changé son discours. On était en reconstruction à Lausanne. On est toujours en reconstruction à Lausanne. Mais c'est une sacrée reconstruction qu'il a réussi à faire quand même avec son équipe. Bah écoute, si tu prends le début de l'année 2023, donc l'année passée, la fin de saison, Lausanne est dans les 3 premières équipes. Donc ça tournait déjà beaucoup. Je sais que ça critiquait un petit peu Geoff Ward au début parce qu'il changeait énormément ses lignes, mais ils étaient en reconstruction, donc je pense qu'il essayait quelque chose en match, parce qu'on le sait, les entraînements, c'est pas les matchs. Tu pars des lignes qui tournent super bien à l'entraînement, tu arrives en match avec le public, l'enjeu, la pression, et il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc je pense qu'il a fait ses tests en match, et puis cette année, ça a porté ses fruits. Franchement, tu vois que tous les joueurs tirent à la même corde. Il y a une stabilité dans l'équipe et dans le club aussi. Je veux dire, Lausanne, cette année, n'a pas défrayé la chronique quasiment chaque semaine et après les gros trucs. À part le sportif, ouais. À part le sportif, mais on s'est concentré sur le sportif du côté du Lausanne Hockey Club. Il y a quelque chose qui a pris pendant la saison régulière. Alors vous allez me dire, c'est peut-être aussi facile que tout se passe bien quand il y a les résultats, mais pour qu'il y ait les résultats, il faut aussi que tous les joueurs tirent à la même corde, que ça a pris, le système de jeu convenait aux joueurs, parce que c'est pas évident d'arriver dans une équipe alors que t'as pas choisi tous tes joueurs. Des fois, tu arrives dans une équipe, tu essayes d'imposer un style de jeu et ça fonctionne absolument pas. Mon regard se tourne vers le HC Bienne, par exemple. Non mais c'est pas évident. Je veux dire, toi, tu arrives, tu as des années d'expérience, tu as envie de mettre en place un système de jeu, et puis tu remarques que tu n'as pas les joueurs pour jouer comme ça. Donc, il a aussi peut-être, lui, dû s'adapter aux joueurs, et je trouve qu'il a trouvé une façon de jouer qui correspond exactement à ses joueurs. Alors, est-ce que c'est un coup de bol, et puis que c'est son style de jeu, et puis il avait à coup de bol les joueurs pour, ou est-ce qu'il a réussi à se remettre en question, à vraiment regarder quel genre de joueur il avait, et puis d'instaurer vraiment un style de jeu qui corresponde à ses joueurs? Moi, je pense qu'il faut vraiment donner beaucoup de mérite à Jeff Ward et cette prolongation de contrat. Elle me réjouit parce qu'il faut continuer de travailler dans cette direction-là, parce qu'il a repris l'équipe qui était au fond du fond, vraiment au fond du classement, au fond du moral des chaussettes, au fond de ce que vous voulez. Et il a loupé les playoffs, les pré-playoffs la première année, mais cette année, quand ça a commencé à cliquer, parce que comme tu l'as dit Jérôme, il a fait beaucoup de tests, quand il a commencé à trouver ses lignes, après, on a vu l'équipe aussi qui a commencé à avoir du coffre, du volume de jeu, un jeu plaisant, parce que pour rappel, quand on dit tout, Vaudoise Arena, c'est superbe dans ses playoffs et tout, certains supporters lausannois, peut-être les plus vieux de la vieille, m'ont dit, ouais, mais en septembre-octobre, on était quand même que 5600, 6000 à la Vaudoise à pousser l'équipe. Donc, ça a pris du temps. De prolonger, je pense qu'au moment de s'asseoir, il avait des arguments et John Foos, il a dit OK, t'as raison. Il a peut-être signé au bon moment. Voilà, c'est peut-être plus facile de re-signer maintenant alors que déjà de faire la finale. Mais imagine, regarde déjà le niveau qu'a le LHC maintenant. Si cet été, Geoff Ward, il peut encore choisir quelques joueurs, on pense notamment aux étrangers. Où tu dis, voilà, il manque.
Oui, mais Jeff Ford, il peut dire, ok, moi, dans le jeu que j'aimerais instaurer à Lausanne, là, on a eu une petite déficience, là, on a mis une petite déficience. Imagine si en plus, il arrive à faire venir des joueurs qui correspondent encore plus à son style de jeu, mais ça peut vraiment donner un LHC très, 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 très bon. Alors, comme Fabrice qui a nuancé ton propos en disant que pour lui, la première ligne n'a pas été trouvée clairement... ou plutôt établi, on va dire ça comme ça, durant cette saison. Puisqu'on est toujours sur le Lausanne Hockey Club, on a 2 questions, une de Quentin et puis une de Fabrice aussi, concernant des départs éventuels de joueurs qui sont actuellement sous contrat. Quentin nous demande des informations sur un éventuel départ de Christian Joos. On sait qu'il est annoncé du côté de Brynäs. Qui vient de remonter, ouais. Qui vient de remonter en SHL. Et puis, il y avait une question concernant Pedretti du côté d'Ajoie. Pensez-vous qu'il va vraiment y aller? Alors... on va commencer par Joos, peut-être. Pour Joos, je trouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu non plus et qu'il y a quand même pas mal de bruit qui commence à monter, qu'il a envie d'avoir un retour chez lui, de rentrer et tout, puis qu'il pourrait casser son contrat, hein, si je dis il a encore pas de bêtises. Encore une année, ouais. Voilà. Donc, pour rentrer, peut-être qu'on ne communique pas parce qu'on discute âprement maintenant en coulisses. Et concernant Marco Pedretti, je crois vraiment savoir, de sources quasiment sûres, que ce n'est qu'une question d'heures, peut-être, au moment de l'annonce. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure, le téléphone vibrer, c'était Julien Vauclair qui t'envoyait un message. Inside. Oh voilà, pas plus que ce qui a été écrit par nos confrères suédois en février pour Christian Joos. Effectivement, son club est remonté en SHL une saison après avoir été relégué, mais il faut savoir que en SHL et en Allsvenskan, la promotion-relégation depuis la fin du Covid, elle est automatique. Hein, que vous êtes 13e, 14e, vous faites la série de ce qui est notre série de play-out, vous la perdez, vous êtes relégué. C'est ce qui est arrivé à Oskarshamn cette année, avec ce qui permet à Philander de signer à Bienne. Et le vainqueur de l'Allsvenskan est promu automatiquement en SHL. Et Brynäs a connu une excellente saison en Allsvenskan, d'autant plus qu'avec les droits télé, avec le sponsoring, les budgets sont très proches. Les équipes qui tombent généralement sont assez compétitifs pour remonter assez rapidement. Ce ne sera peut-être pas le cas de Skarshamn d'ailleurs, puisque eux, c'est une petite patinoire et qu'ils ont fait quelques saisons en SHL un petit peu aussi grâce au Covid pour les premières années. Puis ensuite, même s'ils ont des 2 bonnes saisons, c'était limite. Voilà pour les actualités. J'ai parlé de Philander. On touche quand même un petit mot. On a encore un petit peu de temps. Je pense que c'est intéressant de dire que la semaine passée, on en a parlé comme une rumeur insistante. Juste avant l'acte 7, on a appris que c'était officiel, 2 ans pour lui. On était bien informés du coup. Oui, faut dire que tout le monde disait qu'il avait signé. Je viens de le dire. Il a été coach du côté d'Oskarshamn, pour le dire à la francophone, de 2020 à 2024. 11e, 9e avec quart de finale, 7e éliminé en pré-playoff et 14e cette année relégué au 7e match de la série de playoff. Pour l'instant, on ne connaît pas les assistants qu'il va prendre avec, mais j'ai été juste regarder de son staff qu'il avait. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine, donc peut-être qu'il va venir avec Christopher Norgren, que je ne connais pas du tout. Philander, c'est un jeune entraîneur qui a notamment coaché Antti Suomela il y a 2 ans, enfin il y a 2 saisons plutôt pour être précis. C'est un entraîneur qui a réussi à faire de bonnes choses avec peu de moyens à disposition et dans la phase de reconstruction qu'entame le HC Bienne en ce moment, je pense que c'est une bonne idée d'aller chercher un jeune entraîneur pour pouvoir parler avec il arrive un petit peu dans les mêmes situations. Hein. C'est pas un petit club, bien, mais c'est pas le club comme Zurich ou Zouk qui a beaucoup d'argent et qui arrive dans une période très importante de reconstruction. Hein. Il est réputé, Philander, pour aussi être formateur de jeunes joueurs. Il aura de quoi faire avec Bienne. Et il a surtout fait preuve d'un jeu très attractif, très offensif. Et c'est ce qui a manqué au moment, peut-être c'est la question qui a manqué à Martin Steinegger quand il a recruté Matti Kainen, de lui demander si son jeu était vraiment plaisant et offensif. Et je pense que cette année, il s'est entouré la question en rouge 3 fois avec son stabilité pour ne pas manquer ça. Et bien adresser la question. Mais après, quand tu as un jeune coach qui est 2 fois coach de l'année 22-23 en Suède avec une petite équipe, on ne peut pas trop se tromper, je pense, à part si ça ne clique pas, bien sûr, avec ton nouveau vestiaire. Ça, alors, je nuance ce que tu viens de dire. Il a été coach de Suède. Donc, pour tous les coachs de Suède, il coach de SHL. C'est pas le même trophée. Jérôme, tu m'as fait signe. Oui, je te fais signe, parce que
Je trouve que lui, il arrive au bon moment, alors que Matikainen arrive au mauvais moment. Ah, mais... Matikainen, il arrive dans une équipe qui vient de perdre le 7e match de la finale et qui se sépare de son coach pour cause de maladie. Donc c'est hyper compliqué, parce que tous les joueurs sont derrière Tormanen, tous les joueurs viennent de perdre au 7e match, donc ils ont juste envie de recontinuer la saison comme l'autre a terminé, c'est-à-dire en jouant la même chose, et vous avez un entraîneur qui veut pas vous faire jouer la même chose. Et dans votre tête, vous vous dites, ouais mais il se passe quoi là? J'ai joué de la manière A, je suis arrivé jusqu'au 7e match de la finale, puis là on me fait jouer de la manière B. Donc forcément, tu peux pas cliquer avec cet entraîneur. Je suis d'accord avec toi. Tandis tu pourrais que là... t'appeler Matikainen, Beucha... Mais oui, n'importe quoi. Là, il y a un truc, ça s'est passé. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ça pouvait pas fonctionner. Tandis que là, Bien a fait une saison, je veux pas dire catastrophique, parce qu'elle n'est pas catastrophique, parce que Bien est quand même allé en quart de finale, mais une saison très compliquée. Donc les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du renouveau pour que ça fonctionne l'année prochaine. Et Philander arrive. Donc Philander, finalement, il peut que amener du positif, alors que Matikainen, le seul positif que Matikainen pouvait arriver, c'était donner un titre. C'est hyper compliqué. Alors que Philander, là, il peut que apporter du positif au HC Bien. Donc je pense que ça va cliquer. Voilà, bah on verra ça, comme Hervé qui nous demandait par rapport aux Finlandais qui débarquent à Port-Truy, on en parlera. On aura l'occasion de beaucoup en parler, peut-être que ce sera un sujet de ce qu'on va aborder durant l'été, puisque Overtime, certes, s'arrête pour la pause estivale, mais on va vous proposer d'autres choses, notamment de la NHL. Suivez les matchs, le calendrier sur les réseaux sociaux, on va vous détailler tout ça, mais il y a une émission qui va débarquer, David, je me tourne vers toi, puisque c'est plutôt toi qui es responsable de ça. Pour les playoffs de NHL, c'est meilleures affiches et on aura l'entier des finales de conférence et l'entier de la Coupe Stanley à vous faire vivre, bien sûr. Mais au niveau de l'émission, eh bien, on va rester avec vous tout au long de l'été. On aura une émission hebdomadaire, un petit studio qui va être fait. Ça s'appellera Let's Talk About Hockey. Et chaque semaine, on abordera des thématiques différentes. On va préparer ça maintenant et on commencera fin du mois de mai. Normalement, diffusion chaque vendredi pour les mordus de hockey et pour ceux qui veulent peut-être entendre parler de leur club ou d'une certaine actualité. Eh bien, on aura des petites émissions d'une demi-heure, 40 minutes peut-être, à vous faire passer pour occuper tout votre été. Et bien sûr que Overtime reviendra pour une 5e saison en septembre prochain. Voilà, ce sera peut-être un format différent, on n'a pas encore tout discuté, on va aussi profiter de l'été pour réfléchir à la suite. En tout cas, merci pour vos messages durant toute l'année, merci à Marc, et Thierry et je ne sais plus qui a laissé un message pour nous remercier, c'est Fabrice de Gobet qui nous ont laissé des messages spécifiques là-dessus pour nous remercier. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de vous lire, un plaisir de commenter l'actualité en direct avec vous. Voilà. Je ne vais pas vous souhaiter encore un petit mot, un petit temps. Oui, vas-y, rapidement. C'est que vraiment merci du fond du cœur parce que la saison a été magnifique avec un 7e acte de cette finale. Hein. Les chiffres aussi sont super et on est toujours plus nombreux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Donc pour ça, vraiment 1000 merci et on vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures. Voilà, la CHL commencera le 5 septembre et la National League normalement le 17. Donc on risque de revenir pour Overtime dans ces eaux-là. Vous rappelle qu'il y a Overtime NHL qui va encore occuper un petit peu la plateforme durant les playoffs. Et puis excellent été en tout cas d'ici là à toutes et à tous. Merci David, merci Jérôme, merci à tous dans le chat. Passez un excellent été, à bientôt. Bye bye. Bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.